Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome. Today we look at how Africa-Atlantic cooperation, inspired by the vision of His Majesty the King Mohammed VI, may God assist him, is becoming a powerful engine of connectivity, security, and shared prosperity. With 23 countries now united within the new group of Atlantic African states, the Atlantic is emerging as a true continental corridor linking the Sahel, coastal nations, and global markets. Today, we will explore how this Atlantic renaissance can anchor peace, shared prosperity, and strategic influence for the entire continent and beyond. We are honored to host leaders whose perspectives shape this Atlantic moment. On my left, His Excellency Laurent Lamotte, former Prime Minister of Haiti. Next to him, Honorary Dickon Mitchell, Prime Minister of Grenada. And Her Excellency Assia Ben Salah Halawi, who's the Ambassador at Large of His Majesty the King Mohammed VI. His Excellency Bakary Yahou Sangaré, Foreign Minister, Minister of Foreign Affairs of Niger. And next to him, the former Minister Foreign Affairs of Cabo Verde, Luis Felipe Lopez Tavares. And last but no means least, we have investors with us as well in this beautiful panel with Mr. Antonio Enriquez da Silva, founder and MD Invest A Thompson SA. So let us, gentlemen, begin. And we begin our conversation with a central question that lies at the heart of this Atlantic Renaissance. And I prefer to call this first round like a power round. If you would complete this sentence in a few words, what would they be? The Atlantic becomes Africa's engine when, and I'll start maybe with Her Excellency, Madame Assia Ben Salah Halawi. Well, thank you very much, Khadija. Can everybody hear me? Because we had problems of the, is it okay? Good afternoon, Excellencies, ladies and gentlemen. Well, thank you for giving me the opportunity to speak about this really founding initiative, the Royal Initiative of Atlantic Cooperation, Atlantic Africa, which was announced by His Majesty the King 6 November of 2023 with the ambitious aim to make of this Atlantic space a shared area of prosperity and shared security and peace. Illustrating the Majesty's vision, Africa must trust Africa, with the motto of South-South cooperation, will be the engine to unlock the Sahelian countries, connect all this space to the rest of the continent, a global integration meant as well to be a pole of continental and international influence. Consisting of 23 countries, this Atlantic space represents alone 46% of the continent population, over 56% of its GDP, 38% of the continent's fisheries, 27 of global cobalt reserves, 18 of phosphates, 15 of manganese, and emerging offshore oil and gas basins. Yet, the continents capture less than 18% of the final value of these resources. The vision of His Majesty highlights the large spectrum of mighty challenges to overcome in various domains: security, socio-economic, environment depletion, and climate change. Threatened by the acidification, the ocean offers, however, tremendous opportunities. So just imagine a peaceful geopolitical place thanks to security for all and not security against. A space with its own strategic identity, connecting 3 continents and reviving the agonizing multilateralism. An area of law
to consolidate and connect to the High Sea Treaty, which was signed in 2023 and whose ratifications have been completed on 19 September and will enter into force next January. So an area as well of integration as the foundation of the Atlantic countries' prosperity, opening it at the same time at the continent for the continental solidarity. Morocco has indeed anticipated this future of the vision by providing a solid base for the integration, Moroccan Atlantic coast as a logistic hub, largely under construction, as we will see in this process. Our neighbor Mauritania will have as well a central role to play as the hub to connect the corridors and southern Africa. So from vision to execution could be the second point. In 2025, concrete progress seems underway. After 3 ministerial meetings only, the group Atlantic African States created is following a pragmatic approach to address the basis and the tools to build and accelerate the process of integration along the 3 following pillars. First, connectivity and integration of the Sahel. Mali, Burkina Faso, Niger, and Chad, unlocked thanks to the multimodal corridor, energy links, and regional value chain. A direct investment in long-term regional stability, probably the most powerful counter-insurgency and development tool available, breaking, hopefully, the vicious circle of instability, poverty. Second, a sovereign and sustainable blue economy to develop, thanks to Africa-Atlantic immense potential fisheries, offshore energy, maritime trade, and critical minerals, offering opportunities for industrialization, food security, and openness to global markets. Morocco, as the catalyst, anticipated the infrastructure which are critical to such a process. The Nigeria-Morocco gas pipeline, a model of South-South solidarity, as driver of strategic integration, is advanced preparation with the estimated budget of $48 billion to link 13 African states and West Africa to Europe. Atlantic African ports, Tanger Med, Nador West Med, Tema, Lomé, Abidjan, Dakar, Luanda, Wallis Bay, Nouakchott, to be further completed by the impressive Dakhla Atlantic Gateway to Africa, and the construction to be operational in 2028, inshallah. I would like to invite you to pay a special tribute to a young Moroccan woman, engineer, Nisrin Louzi, educated and trained in Morocco, who ensured the leadership and total responsibility of the construction of such a huge infrastructure project. Third, last but not least, integrated African maritime security mechanism to address the key threats of piracy, illegal and overfishing, organized crime and illegal transnational trafficking, coastal terrorism, and to harmonize surveillance of trade routes and the protection of maritime resources, ensure information sharing and joint action across Atlantic states, consolidating security at large of the region. So the roadmap for the near future consists of a package of regulation which has been adopted by the 23 GEA states and which should be completed in 2027. Harmonized legal regulation, data sharing, security maritime domain delimitations, investment protection, fisheries management, carbon credit for blue carbon sinks. A draft of Atlantic African Maritime Code is already under elaboration by the Center of the New South and the Moroccan Ministry of Foreign Affairs as a basis for discussion and adoption.
Last but not least, the process enhances Africa's diplomatic influence, interact with the other Atlantic shores, South America, the Caribbean, and Europe countries for co-development and complementarities, in line with the AU's Atlantic strategy, which established this Atlantic coast as the 5th geostrategic area in 2024, along the northern, southern, eastern, and central regions. Africa Atlantic is leading Africa, the Americas, Europe, and the Caribbean again to harmonize their forces, if not unify them, reinforcing the contact role in global governance, maritime, climate, and security. Africa Atlantic is emerging as a continental driver for peace, connectivity, sovereignty, and sustainable development, Morocco serving as the catalyst for a more united, resilient, strategically positioned Africa. The Royal Vision launched the process. The Kingdom of Morocco, under the leadership of His Majesty, has the will, the capacity, and the experience in all the mentioned fields to fulfill its catalyst role. I have the honor to invite all our partners to move from participation to deep commitment to ensure the success of this process. Africa Atlantic is addressing the 4 existential challenges facing Africa in 2025: fragility of the Sahel, energy transition, food sovereignty, geopolitical marginalization, the only genuine model of South-South cooperation. Entirely African initiated, largely African financed, and African executed, the Ural Initiative is no longer a proposal. It is the new strategic reality of the continent, the most advanced and fastest executing one. We could conclude that more profoundly, the successful implementation of this initiative can transform the narrative of our continent. You do know the importance of the narrative since the best-selling Sapiens by Yuval Noah Harari. Both Morocco and our continent, we could have Saga Africa, shaping its own destiny, Africa which succeeds, which delivers, far from the negative image which is prevailing. So a tribute to His Majesty as well we have to make, because he is fulfilling probably the essential function of man, as Paul Valéry said, which is to invent the future. Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency Ben Salah Alaoui, for this very thorough, very precise, very accurate introduction as a basis to our conversation, because it's important to remind where we came from, where we are now, and where we're heading. And you mentioned the future, and the future of the future results, actually, of this initiative are numerous, and especially for countries that do not have this access to this very strategic zone that is the Atlantic Ocean, namely the Sahel countries. And I'm turning now to His Excellency, Monsieur le Ministre Sangaré. What is essential to ensure the Atlantic Initiative strengthens the development of the Sahel countries? Merci. Avant peut-être de répondre à la question, je voudrais tout d'abord remercier les autorités marocaines pour toutes les facilités. Pouvez-vous rapprocher le micro juste un peu? Je voudrais d'abord remercier les autorités marocaines pour toutes les facilités qui sont mises à notre disposition pour la bonne tenue de cette rencontre, et remercier aussi les organisateurs pour l'organisation réussie de cette tribune, de ce forum qui est devenu, au fil du temps,
un espace d'échange, un espace de donner et de recevoir, un espace où les gens se rencontrent pour échanger des visions, pour repenser le nouvel équilibre. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation, dans un monde où les alliances se font et se défont, dans un monde où les équilibres sont très fragiles, dans un monde où les institutions internationales ont montré leurs limites, dans un monde où la gouvernance mondiale, essentiellement la gouvernance financière, elle est injuste, forcément des pays sont tentés de former des alliances. C'est dans ce cadre que les 3 pays de l'AES, je voudrais citer le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se sont retrouvés dans la Confédération des États du Sahel. L'initiative royale a fait une offre particulière à cette confédération, à la Confédération des États du Sahel, à laquelle fut ajouté le Tchad. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de pays enclavés, de pays qui n'ont pas accès à la mer, donc des pays qui sont dans une situation particulière. L'initiative royale qui a été annoncée le 6 novembre 2023, c'était juste quelques mois après les événements du 26 juillet 2023 au Niger, où de façon injuste et injustifiée, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, avait décidé, contre toute attente et contre toute la réglementation internationale, d'imposer un blocus total au Niger. C'est interdit. Vous ne pouvez pas, la réglementation internationale interdit de mettre un embargo à un pays qui n'a pas accès à la mer. Ça a été fait, et plus une menace d'intervention. Alors, mon pays, le Niger, s'est trouvé complètement isolé. Le seul port sur lequel il a tout misé, celui du Bénin, lui était interdit d'accès. Donc c'est dans ce contexte que moi j'étais venu pour une rencontre ici au Maroc, à Marrakech précisément, une rencontre des institutions financières, donc qui n'avait rien d'une rencontre bilatérale. J'étais très surpris quand le ministre des Affaires étrangères du Maroc, M. Nasser, qui était à un voyage à l'extérieur, était revenu exprès pour me rencontrer, pour me dire que nous avons suivi avec beaucoup d'attention les exactions, les attaques dont fait l'objet le Niger. Qu'est-ce que le Maroc peut faire pour le Niger, pour l'aider à sortir de cette situation? Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente quand on est dans une telle situation, une situation dans laquelle vous regardez tout autour de vous, il n'y a personne. Tout le monde est contre vous. Disons, l'entourage immédiat, je veux dire. Et c'est à cette occasion, après des discussions, que l'initiative royale, donc, qui a été une initiative
du 26 novembre 2023 nous a été annoncé. Et pour nous, c'est une aubaine. Pourquoi? Parce qu'on était dans une situation où le port à partir duquel on s'approvisionnait nous était interdit. Donc c'était une autre opportunité, disons un plan B qui nous a été offert. Maintenant, depuis lors, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, et c'est exactement ça qui va permettre à l'initiative royale d'être une réussite. Tout au moins pour ce qui concerne les pays du Sahel. Les pays du Sahel, les pays de la Confédération des États du Sahel, qui sont tous les trois des pays enclavés. Depuis lors, nous avons tenu une réunion des experts. Nous avons mis en place une task force qui est chargée de réfléchir de la meilleure manière de mettre en œuvre cette initiative pour nos pays. L'initiative, la task force qui a été mise en place a déjà tenu un certain nombre de réunions et ces réunions ont abouti à des propositions très concrètes, notamment la mise à niveau des infrastructures routières, parce qu'il faut des routes, du port de Dakhla pour aller au Niger, pour aller au Mali, au Burkina, il faut des routes. La mise et la construction des ports secs. Il est même prévu dans les propositions la construction d'un chemin de fer. Donc pour nous, la réussite de cette initiative dépendra de la mise en place de toutes ces infrastructures. Outre les ports, nous avons un projet de gazoduc qui relie le Nigeria au Maroc et au reste du monde. Et ce projet, qui va traverser environ 11 pays, va permettre d'abord d'alimenter, de subvenir aux besoins énergétiques de ces 11 pays. Il permettra aussi la création d'emplois dans ces différents pays par lesquels il va passer. Et c'est un projet de à peu près 6 000 kilomètres. L'avantage, c'est quoi? C'est que les pays que ce projet va traverser, non seulement ils seront approvisionnés à moindre coût en gaz, ça permettra aux autres pays, comme le mien, qui a pour ambition de produire du gaz, de l'utiliser pour exporter son gaz vers le marché mondial, de la même manière que l'initiative royale permettra à nos pays d'importer à moindre coût des biens, surtout des biens manufacturés, et ouvrir le marché mondial, ou disons rapprocher le marché mondial à nos matières premières. Donc, en un mot, pour résumer, les deux obstacles majeurs, parce que j'ai dit les conditions pour que ce projet soit une réussite, à mon avis, les deux projets et les deux obstacles majeurs, un, ça sera l'insécurité, puisque pour que
cette initiative soit viable, il faudrait que les routes soient sécurisées. Et c'est dans ce sens-là que nous appelons les pays qui seront traversés, qui sont concernés par cette initiative, de mettre en commun leurs moyens pour combattre le terrorisme. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de développement du temps. La deuxième contrainte pour ces projets, c'est les infrastructures. Ce sont les infrastructures. Donc il faudra que très vite que ces pays-là se mettent ensemble pour une mise à niveau des infrastructures. Je pense que le travail de base a été fait. Les possibilités de financement ont été dégagées. Et nous nous sommes rencontrés la dernière fois, c'était à New York. Et le projet, normalement en octobre, et avant la fin de l'année 2025, devait connaître sa première mise en œuvre par l'approvisionnement de nos pays en engrais phosphatés. Merci, madame. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors, I will build up on the conclusion of His Excellency Minister Bakari to turn now to a more Caribbean perspective with Honorary Prime Minister Mitchell. So Minister Bakari just mentioned this question, or let's say this challenge of infrastructures. And we've been discussing right before we start this session that it's important to have such initiative, but without good connectivity between the existing infrastructures, it's very difficult to open this African Atlantic to the world, so to the Caribbean or the American market or the European market. So my question would be, how can Atlantic integration place this kind of priorities for this emerging African Atlantic space to be a success, as Her Excellency Madame Ben Salah Halawi stated before? Thank you. Well, I think first we need to pay tribute to the vision of King Mohammed VI, because from a Caribbean perspective, the journey across the Atlantic is one that is historically very painful. And I think the time has come for us to reimagine that journey back and forth to one that is purposeful and signifies the turning of the tide in terms of the economic development of Africa and the African diaspora, which exists in the Caribbean and Central and South America, North America and Europe. The challenge for us in the Caribbean has been the fact that our entire economies, from the time the Europeans came, colonized, and then brought African labor to support the construction of those economies, has been based on trade with Europe and then trade with North America. It has never been based on trade with Africa. And so no infrastructure exists currently that really facilitates trade between South, Central, the Caribbean and Africa. And if you look at statistics, the percentage of trade between the Caribbean and Africa is almost insignificant. It almost doesn't exist. And so having such an initiative, I think, first of all, gives landlocked countries within Africa access to the Atlantic and therefore access to the Caribbean, access to Central, South America, and access to Europe. And if in particular the port infrastructure, which is critical for trading goods, and the road infrastructure comes, then other infrastructure will come, more airports,
If more airports come, more airlines. And if more airlines come, the movement of people. And this is critical for the Caribbean, for example, which is a largely service tourism-driven industry. And to some extent, these industries risk stagnation because our dependence is heavily tied again to North American or European tourists. But there's a big vast world out there. There is a significantly growing middle class that wants to travel from Africa, but has significant challenges because we have, frankly, anti-African racist immigration and visa policies that makes it difficult, even if you can come to the Caribbean visa-free. The current infrastructure routes you through North America, routes you through Europe, and then you need transit visas, which is sometimes impossible to get. So even if you wanted to get to the Caribbean or to South or Central America, you simply can't because the infrastructure isn't there. The visa and immigration policies don't support the movement of Africans. And so when we look at the youthfulness of the African population, the youthfulness of the Caribbean population, and then you look at things like the creative industries, for example, music, movies, art, African artists face the same challenges as African citizens: visas, connectivity. So how do you spread outside of social media? How do you have a concert? How do people travel to see a concert if there's no infrastructure? So I see the vision and the implementation, even if it initially focuses on the movement of cargo as the building blocks, the foundations for the eventual galvanizing of greater trade and services between Africa and the Caribbean. Thank you. Building up on this again, Your Excellency, Laurent Lamotte, based on your experience, how can Africa and the Caribbean mobilize private capital for those corridors to grow while protecting also and ensuring better integration? And what kind of technologies? We're in 2025, we cannot just go beyond this reality. Virtual, maybe it's a real reality today. What kind of technologies can be used to enhance connectivity? First of all, thank you so much for having me on this panel, and I want to start by thanking the Institut Amadeus for hosting this incredible event. I think, everybody here should appreciate the leadership and the work of the president of the Institute, Mr. Brahim Passifiri, for putting together this event, putting together the different minds and the different knowledge that we have on this panel, which this conference has become the flagship of conferences in Africa. So congratulations to the conference and to the Institute. I want to start by putting into context the situation of Africa and the Atlantic and the importance of ports. And as a context, the Africa-Atlantic corridor represents what I call a collective power. Collective power because 33 countries are in this space. Over 55% of the GDP of Africa are transiting in that corridor, and 90% of the trade, of the continental trade, are happening in that corridor. So it is a huge and important area to be discussed. And just a few examples to understand the potential of this corridor. You have, for example, starting with Morocco, Tanger Med has become Africa's benchmark. And for that, I want to congratulate the leadership of His Majesty, the King Mohammed VI, for really transforming this country. Morocco has been transformed under his leadership, and this nobody can discuss that. This country is better every time you come and you visit. This is my 10th time visiting, and every time I come to Tanger, there's new things happening, new buildings. The country is moving and the economy is booming. So I want to congratulate His Majesty for that and the government of Morocco for this incredible achievement.
So Tanger Med has become the #1 port in Africa. It's become top 20 in the world with 9 million containers transiting every year. And it's connected to 180 ports around the world and 70 countries. And the productivity of Tanger Med is in par with any Asian terminals, which is known as the gold standard and the best in the world. So this is where, Tanger Med is ranking today. Abidjan in Ivory Coast has become the economic lung of West Africa. Why? Because the port handles 30 million tons per year. It carries 70% of Ivory Coast trade and serves more than 120 million consumers in Mali, Burkina Faso, and Niger that the Minister of Foreign Affairs was just talking about. The modernization has reduced, and the digitization has reduced the regional logistics by 15%. Abidjan is for sure a gold standard in West Africa. Now in Lagos, Nigeria, there is potential and challenges combined because the Port of Lagos handles the largest commercial volume today in West Africa, but there is an issue with congestion. 20 to 30 kilometers of congestions for the containers to get to the port. And that equates to an economic loss of over $1.5 billion every year. $1.5 billion because of inefficiencies. So the issue of technology and the issue of how to make things better, we have to start by understanding what are the procedures. And the issue is in that space, the procedures are fragmented. So you have, across many Atlantic ports, the ships, they face different documentation rules, different scanning processes, different inspection protocols, and the lack of harmonization of harmonized procedures, the lack of digitized procedures create an extra 5 to 7 days delays in West Africa. 5 to 7 days just on procedures. Can you believe this? 5 to 7 days just on waiting on those procedures to match. And this can be easily solved by harmonizing the systems, by having single digital systems to be filled out. You have multiple signatures, manual steps, and non-compatible systems, right? So in some, it makes those ports and the countries lose about 10 to 14% of their GDPs in some of those countries. So it's significant. The second issue is the lack of shared digital customs platforms. And that's a systemic revenue loss. They operate on isolated custom systems with different codes, different valuation policies, and 30 to 40% of the manifest they're handled manually. So what's the impact on Africa? And so the impact is a simple loss of revenues, simple loss of efficiencies, and things can happen. Now, what can be done is to install real-time surveillance systems using AI technology to analyze the predictability of cargoes and the predictability of events that are happening to improve efficiencies. So the use of AI, everybody is using AI now, but the port system in Africa is lagging behind. Investments in ports are key, investments in digital systems. The port are a gold mine for countries. So improving the digital systems and the efficiency is key. Last but not least is the usage of blockchain technology for traceability of containers, to understand, to have a fully transparent system
of understanding what's going on with the containers. So, is it feasible? Yes. Can it happen? Yes. But of course, you need to have the political will, whether it's in the Caribbean or Africa, to invest in ports, invest in digital systems to improve, one, the GDP and the efficiencies of economies. Thank you. And you need to attract the capital. We can applaud. That was very clear from this very business-oriented stance. That's what we need, that's the solution, and that's how we can build a real net connectivity and efficient one for better competitiveness. So I'm heading to Cabo Verde. Luis Felipe Tavares, Your Excellency. So Cabo Verde literally sits at the crossroads of the Atlantic. How can the new Atlantic architecture improve inter-island and coastal state connectivity in order to boost this African connectivity and competitiveness we've been talking about since the beginning of this panel? Thank you. Bonjour, merci Khadija. Je voudrais faire deux notes au préalable. Une en m'adressant directement à Brahim pour son discours d'hier. La qualité de cet événement-là, je pense qu'il avait tout dit, il a tout dit pour montrer l'importance de l'Institut Amadeus, qui est un think tank mondial aujourd'hui, reconnu mondialement, mais aussi son message est un message d'espoir pour toute l'Afrique. Et il l'a fait au nom du Maroc. Je voudrais le remercier vivement et toute son équipe, merveilleuse équipe qui fait un travail magnifique. Deuxième note, là c'est pas prévu par le protocole, mais je tiens à le faire parce que c'est très important. Et après je vais être très bref en répondant à la question que tu m'as posée, mais vous savez, rarement on a l'occasion de vivre des moments historiques, rarement. Et là nous tous qui sommes dans cette salle vivons un moment historique très important pour le Maroc. La résolution 2797 du 31 octobre a été un tournant pour la question du Sahara. Grâce à l'action diplomatique visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie pour tout ce qu'il fait pour son pays et pour l'Afrique. Et là où je vais rompre vraiment le protocole, c'est je vais demander à la salle de rester assise et demander ici à mes collègues de panel, avec la permission des deux premiers ministres et de mon collègue ministre des Affaires étrangères, de nous lever et vous applaudir à vous Marocains qui êtes dans la salle, parce que ce que vous avez accompli en 50 ans est juste d'abord, a une portée historique et c'est bon pour l'Afrique et pour le Maroc. Donc, je demande à mes collègues ici de nous lever. Et vous restez assis et vous applaudissez. Vraiment pour le travail que vous avez accompli. Merci vivement. Khadija, pour répondre à la question, la localisation géographique du Cap-Vert est très importante pour la mise en place de ce projet atlantique lancé par Sa Majesté en novembre 2023. Vous savez, j'ai été ministre de la Défense et aussi ministre des Affaires étrangères. Je vois que dans la salle, il y a beaucoup d'étudiants, donc je vais être très bref avec des exemples concrets pour montrer l'importance du Cap-Vert dans cette belle initiative. Au-delà des aspects économiques mentionnés ici par les uns et par les autres, le gazoduc Nigeria-Maroc, le port de Darla, la dimension géopolitique
de ce projet Africa-Atlantique est tellement, tellement importante que dans la mesure où on va mutualiser nos efforts, et je vais vous donner des exemples très simples, surtout aux étudiants de sciences politiques et de relations internationales. On sait qu'ils sont nombreux dans la salle, m'a-t-on dit tout à l'heure en entrant. Quand j'étais ministre de la Défense, on me réveillait parfois à 3 heures du matin pour me dire, monsieur le ministre, vous savez que quand on est ministre de la Défense, on doit prendre des décisions très importantes, lourdes de conséquences. On m'a demandé d'envoyer une vedette pour interpeller des pirates, des trafiquants de drogue en mer, en provenance de l'Amérique du Sud. On faisait la police aussi dans tout le golfe de Guinée. Vous n'imaginez pas que pendant une année, nous avons plus de 400 actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée et tout au long du corridor entre l'Argentine et l'Europe. Plus de 400. Et on me réveillait le matin pour me dire, on doit intervenir avec notre marine pour empêcher ou pour aborder des navires qui appartiennent à des trafiquants de drogue qui montent vers l'Europe. Ils sont en provenance de l'Amérique du Sud. Et ce projet Afrique-Atlantique, pour nous, Cap-Vert, représente quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'on va renforcer la mutualisation de nos moyens pour combattre la piraterie maritime, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, la pêche illégale. Et nous le faisons tous les jours avec nos partenaires de l'Argentine, du Brésil, mais aussi du Sénégal, de la Mauritanie, du Maroc. Et ce projet a une composante sécuritaire très, très importante. Ne serait-ce que pour cette composante sécuritaire, ça en vaut la peine. Dans le domaine aérien aussi, c'est très, très important. Aujourd'hui, le Cap-Vert est relié à de nombreux pays africains à partir du hub de Casablanca. Nous avons des vols réguliers tous les jours entre Praia et Casablanca, entre Praia et l'île de Sal. Et vous imaginez qu'il y a des projets touristiques qui naissent et qui vont permettre de rapprocher davantage nos deux pays et faire en sorte que nos peuples connaissent un développement qui est la raison pour laquelle nous, hommes politiques et femmes politiques, nous travaillons, servir les peuples. Vous savez, quand j'étais tout petit, 6-7 ans, mon pays avait un PIB très bas, était considéré un pays moins avancé, pauvre, avec énormément de difficultés, sans ressources à part la mer. 50 ans après, on est passé de pays moins avancés à pays à revenus intermédiaires élevés. 3e démocratie en Afrique, un pays de bonne gouvernance. Et là, nous avons reçu cette année, au mois de mai, la réunion des ministres des Affaires étrangères des 23 pays riverains de l'Afrique, dans le cadre de l'initiative Africa-Atlantique de Sa Majesté. Mais on avait reçu cette réunion-là à la demande de son Excellence le ministre Nasser Bourita, dont je salue le travail diplomatique extraordinaire. Et à partir du Cap-Vert, nous avons produit une déclaration pour montrer l'engagement de tous les États riverains, les 23, pour la mise en place de ce projet, qui est un projet visionnaire, parce qu'il a une dimension sociale ou sociétale, économique, culturelle, mais ce projet va contribuer à unifier davantage l'Afrique. Vous
savez, j'ai l'habitude de dire ici au Maroc que vous avez un roi dont j'apprécie la droiture et la volonté de moderniser son pays, mais aussi sa volonté de moderniser l'Afrique est inébranlable. Et le Maroc peut être le pays leadership pour le développement de l'Afrique. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un pays stable, qui se développe, avec une culture intéressante, qui fédère, qui partage, qui développe des projets de coprospérité partout en Afrique. C'est la raison pour laquelle notre pays a toujours adhéré à cette initiative et on continuera de travailler avec Sa Majesté le roi Mohamed VI et le ministre des Affaires étrangères avec lequel nous travaillons depuis des années pour la mise en place de ce projet. C'est un projet porteur pour l'Afrique. Si l'Afrique arrive à s'unir, elle peut peser dans le concert des nations. Elle peut avoir voix au chapitre parce que l'avenir du monde est en Afrique. Aujourd'hui, regardez, l'Afrique est devenue, je disais tantôt à Khadija, la fiancée du monde. Vous avez aujourd'hui, de par le monde, des sommets Turquie-Afrique, Italie-Afrique, France-Afrique, États-Unis-Afrique, Japon-Afrique, Chine-Afrique et j'en passe. C'est parce qu'il y a un intérêt particulier pour le développement de notre continent. Quand je vois beaucoup de jeunes dans la salle, j'ai espoir en l'avenir de l'Afrique, mais aussi du Maroc, parce que ce leadership existe parce que l'école marocaine est très bonne. Elle forme déjà un certain nombre d'étudiants africains, marocains, mais aussi d'autres pays africains. Et je voudrais profiter de cette occasion-là pour vous en remercier, parce que c'est avec ce genre de politique qu'on peut contribuer à mettre en place ce projet visionnaire qui a été lancé en 2023 par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci, Excellence, monsieur Tavares. Et on sent que vous parlez du cœur, hein, vraiment. Là, vous avez vraiment l'attention de toute la salle. C'est difficile de reprendre après vous. On va à présent parler d'un sujet tout aussi important, et je pense qu'on en a un peu parlé, mais on n'est pas vraiment entré dans le cœur du sujet. Il s'agit du financement. Alors notre dernier intervenant, et pas des moindres, est polyglotte, il parle plusieurs langues, un peu moins d'une dizaine, si ce n'est une dizaine. Mais je vais quand même lui adresser la question en anglais. Many talks are more in English, maybe, Mr. Da Silva. So, given your investor experience and perspective, what would make Atlantic logistics, energy, industrial corridors, all what we've been discussing, genuinely bankable and attractive to long-term capital and investors? Thank you very much for your question. And I guess that my predecessors have already responded to the main challenges or issues that we have surrounding investment interest. So as my good friend and brother Philippe said, the achievements of Morocco for the last 50 years are a clear example of what needs to be done to develop a country. And then when I look at the audience and I see the majority of young people, either from Morocco or from other places in Africa, I can tell that both the present and the future are secure. So from an investor perspective, we do look at economy-related aspects, and one of the first ones will be the predictability, the integration, and the data. When considering predictability, we look at long-term capital needs, regulatory frameworks, credible contracts, standardized tariffs, and risk-sharing mechanisms. Without all those, we don't fear
large projects. What we do fear is an uncertainty. Therefore, the more transparent the governance is and permitting processes, the more capital flows. Secondly, corridors become bankable when they are integrated, not fragmented. And considering that, so if they are not isolated, a port is not financeable when without its interland connections. We saw the examples of the Sahel region countries, how if we put them in the equation, they can also benefit both from the existence of the port and also from a perspective of the internal economy. And also, energy pipelines are not viable without offtake guarantees. So we are not going to be building a pipeline if you not make sure that someone will be the off-takers. In general, bankability increases when there is regional alignment. We're more and more considering integration. Therefore, we cannot predict or project projects only on a local or national basis. Thirdly, and increasingly decisive is data. As we know, Africa will still face a lot in gathering data. So the more we evolve and the more we create infrastructure and the more we gather data, the more we can work on creating value not only locally, regionally, and even as a continent. And this is very important for an investment. In short, predictable rules, integrated infrastructure, and trusted digital data are to convert ambitious Atlantic visions into assets that long-term investors and finance can confidence. So bankability begins with visibility, not geography. Investors do not finance a map. We finance pipeline demands and throughput. I believe that we, with this initiative that has been driven by the Amadeus Institute, gathering this kind of prelectors and the crowds, we are on the right path, and we just need to multiply and replicate this in other gatherings across Africa. Thank you. That's a great message. To conclude, well, since it is also this middays is a platform for interaction, I kindly invite the audience to step up or just maybe raise your hand if you have a question to our distinguished panelists. So I have one question from the lady in the front. If we can maybe give her a mic. Can you just please stand up? I would appreciate if you present yourself first and be concise on the question. So the lady will handle you the mic on your right. Yes, please. Okay, just introduce yourself and the question, please. Okay, hello Thank you. everyone. My name is Fatima. I'm a student in leadership and business administration at the University Mohammed V in the second year. So firstly, I want to thank you about all of this information about Africa Atlantic Corporation. My question is about how can we create a simple and practical system that help a public institution, international investor, and the civil society work together in a long-term way, especially to support technology transfer, easiest access to funding, and the protect of local cultural resources. Okay. So what is, can you just repeat the question? We didn't really. Okay. Yeah. Maybe it's shorter, like what kind of cooperation between civil society and private sector to better protect the cultural heritage? Is that your question? Exactly, yeah. Okay, so what kind of synergy could be created between private sector, which are investors, and civil society to better protect our cultural and cultural identity? Local cultural resources. Resources, so local cultural resources. Is the question clear for our panelists? Who wants to go for it? Yes, please. Pardon, Enrique. I think that investment cannot be seen only from a financial perspective.
we have more and more to integrate ourselves into each country's reality so that we take out talent and give contributions to the continuous growth and sustainable growth of societies. And therefore, the cultural aspect is a key element in being able to create the right setup to promote growth and to give back to society. So social responsibility must be part of the equation, not from separate projects, but integrated in the vision of a business model that an investor is bringing to a country. Thank you. Oui, Excellence, Monsieur Bakary. Oui, merci Madame. Vous savez, nos pays de l'AES, ils traversent une période particulière. Et je pense que la protection des ressources naturelles, c'est plus une mission des gouvernants. C'est ce que nous avons fait au Niger. Le Niger, c'est sur les 18 matières stratégiques au monde, nous en avons 13. Nous sommes pratiquement le 2e ou le 3e producteur d'uranium au Niger, au monde. Et cet uranium, il est exploité depuis les années 60. Mais allez-y voir, c'est que chaque fois qu'on parle du Niger, on parle du dernier pays de la planète, et puis tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire qu'ils se sont mal documentés, parce qu'on sait que le Niger connaît un boom économique phénoménal ces dernières années. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ceux qui se sont servis de ces matières, ceux qui les ont pillées, ils sont aujourd'hui cités parmi les puissances. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là pour gouverner nos pays ne faisaient pas attention à ces ressources. Ce qui les intéressait, c'était des esclaves de maison, c'était d'assurer le pillage de ces ressources pour qu'ils puissent rester aux commandes de nos États. Aujourd'hui, un pays comme la France est une puissance mondiale. En Europe, la France, et même du point de vue mondial, on parle de la 5e puissance. En Europe, la 2e puissance, peut-être après l'Allemagne. Mais c'est grâce à quoi? C'est grâce au pillage de nos ressources. L'uranium, quand vous prenez l'uranium, si vous prenez le pétrole, il y en a partout dans le monde. L'uranium, il n'y a que 8 pays au monde qui le produisent. Et on sait ce que l'uranium, c'est pourquoi on l'appelle substance stratégique, ressource stratégique. Et aujourd'hui, parce que des gens sont arrivés au pouvoir, ils ont dit que ça suffit. Nous voulons que nos ressources profitent à nos populations. Et c'est la guerre qu'on veut déclarer au Niger. C'est une attaque, c'est la CEDEAO qu'on dresse contre le Niger pour venir attaquer le Niger. Donc, pour nous, c'est clair. Protéger les ressources naturelles d'un pays, c'est une des missions régaliennes de l'État. Et pour ça, vous avez besoin, à la tête de nos pays, des patriotes qui ne pensent des patriotes qui ne pensent qui pensent d'abord au bien-être, à la prospérité de leur population. Le coup d'État intervenu au Niger le 26 juillet 2023, vous savez ce qu'on a fait? La première chose qu'on a faite, c'était de faire sortir tous les contrats, avec tous les pays du monde. Et tous ces contrats, on les a dénoncés, pour faire des contrats équilibrés. Celui qui veut, il reste. On travaille, c'est du gagnant-gagnant. Celui qui veut continuer à être dans l'ancienne logique, celle du pillage de nos ressources, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes ouverts, nous l'avons répété, nous sommes ouverts à tous les pays, à la coopération avec tous les pays du monde, mais à condition que l'intérêt de nos populations soit respecté. Et c'est là où je suis d'accord avec vous. C'est là où la société civile a un rôle à jouer. Parce que le gouvernement, il a besoin d'être soutenu. Quand vous êtes aux commandes, quand vous savez que vous avez le peuple derrière vous, rien ne vous fera peur. Rien ne vous fera peur. Les investisseurs,
ils viennent là, les investisseurs, ils viennent pour leur intérêt. Quand il y a des intérêts, l'investisseur, lui, ce qui importe pour lui, c'est d'abord investir dans un environnement sécurisé et faire en sorte que cet investissement soit prospère. Donc, face à... Avant, qu'est-ce que ces pays-là faisaient? On provoquait des grèves, on utilisait la société civile pour provoquer des grèves, pour provoquer des coups d'État. Dans nos pays, chaque fois que les intérêts de ces puissances occidentales sont remis en cause, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est le terrorisme. Tout le monde sait que le terrorisme, aujourd'hui, c'est une arme qui est utilisée par les puissances coloniales pour assurer, d'abord, il servira à faire peur aux investisseurs, là où il n'y a pas de sécurité, aucun investisseur ne viendra, et faire en sorte que dans les zones de sécurité, que ces pays continuent à venir à exploiter à l'insu, dans l'ombre, les ressources de nos espaces. Donc, pour résumer, protéger les ressources d'un pays, c'est effectivement la société civile, mais c'est surtout la vision politique des dirigeants. Merci, madame. Merci, monsieur. Excellence. Alors là, c'est écrit rouge sur noir, time is up. So I would like just 3 imperatives as major takeaways from this session. So we have connect, countries, markets, people. Protect, resources, oceans, our security. And project, so it's just a coincidence, they all finish with act. Project, of course, the influence of Africa's Atlantic vision to shape a balanced, a sustainable multipolar order. And of course, patriotism. Le patriotisme, c'est important aussi, comme l'a rappelé Monsieur le Ministre, Excellence Monsieur Bakary. On behalf of the organizers, I would like to thank our distinguished panelists for their insights. Please applaud them very warmly and their leadership, and all of you for contributing to this very insightful conversation. Please, for a group photo, if you could come in the middle of the stage.